recognize that times have changed since I first spoke to this convention. Times have changed, and so have I. I'm no longer just a candidate. I'm the president. Contrairement à 2008, il n'est plus seulement le candidat. Est-ce pour ça que Barack Obama semble avoir plus de mal à trouver son ton, son style, face à un Mitt Romney finalement pas si mauvais, communiquant que ça? A-t-il fait les bons choix en renonçant à défendre son bilan dans un contexte de crise? Et quels sont les ressorts dont les deux candidats peuvent encore jouer dans cette campagne? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Barack, le démocrate, et Mitt, le républicain. Avec nous, 4 invités. Thomas Negaroff, historien, spécialiste des États-Unis et auteur de ce livre, L'Amérique dans la peau, aux éditions Armand Collin. Philippe Lenchener, communicant de l'agence McCann, et non McCain, je précise. Vous connaissez bien les États-Unis et on compte sur vous pour nous dire ce que vous pensez de la stratégie du pancake et de celle du panier cadeau. Vous verrez dans quelques instants. Bruce Crumley, journaliste américain et correspondant à Paris du Time Magazine. Sylvie Laurent, politologue et spécialiste des États-Unis, nous rejoindra dans quelques instants. Mais tout de suite, on commence avec vous. Denis Bertrand, par un petit commentaire sur quelques images, parce que les campagnes, ce sont bien sûr des débats de fond, des questions économiques, mais aussi des petits détails, des attitudes qui contribuent souvent à forger l'image des candidats. Et sur ce point, on s'est rendu compte que Barack Obama avait quand même beaucoup changé. Un petit rappel, en 2008, il avait su marier harmonieusement le sérieux et puis aussi la décontraction. Alors, une petite image du Barack 2008, un petit pas de danse sur un plateau télé. Voilà, ça c'était avant le jeune et dynamique candidat démocrate qui faisait rêver les États-Unis avec son slogan notamment Yes We Can. Aujourd'hui, Barack Obama semble plus figé, plus crispé dans cette campagne. Fini les pas de danse, même s'il continue à aller dans les talk-shows avec sa femme Michelle et même s'il fait parfois encore des petites blagues. Un extrait. You brought your own lunch? Before we get started, Barbara has visited the White House often. Yes. And every time she goes, she says that she pilfers something. Right. So we decided that for her birthday, rather than her having to steal napkins, we would go ahead and just bring the stuff to her. So we've got... I'm very embarrassed. Who told you? In addition to the paper napkins, which is what usually she takes, we've actually brought some cloth napkins as well. We've got White House M&Ms. Got a deck of Marine One playing cards. Some White House beer. Voilà, le diable dans les détails. Juste une petite réaction sur cette intervention de Barack Obama. C'est amusant parce qu'en fait, il fait un cadeau à l'animatrice, mais en même temps en expliquant que c'est parce qu'elle vole les serviettes en papier de la Maison-Blanche. Donc il attaque quand même assez... je sais pas, caustiquement, on va dire, Denis Bertrand. Que pensez-vous de cette manière-là de faire des cadeaux en taclant l'animatrice? Après, on verra si c'est le genre de Barack Obama. Ben moi, je suis sensible à l'effet comique, d'abord. L'effet comique qui repose même sur... si c'est au détriment d'une animatrice. Oui, c'est ça. Ben oui, mais au sein de l'effet comique, il y a la moquerie. Il y a donc la dérision de l'autre. Mais l'effet comique repose sur le circuit du cadeau, depuis le lieu le plus élevé du pouvoir, l'Olympe, pourrait-on dire. Oui, la Maison Blanche. La Maison Blanche et le caractère dérisoire des objets qui sont en circulation. Donc il y a, mais en même temps, il y a une petite théorie, je trouve, qui est intéressante à l'intérieur de ça, une théorie du don. Et là, au premier mode d'acquisition, les petits vols, les petites rapines des serviettes de la Maison-Blanche, il oppose en grand seigneur le cadeau. Et il y a une sorte de leçon
sur cet objet anthropologique qui est la circulation des objets de valeur. Alors ça, et là, je crois que c'est quelque chose, en effet, de très, très intéressant. Parce que nous, on a réagi en voyant ça, parce qu'on s'est dit que c'était assez à l'image de Barack Obama, qui nous a quand même semblé être un spécialiste de l'humour vache. On se souvient que lorsqu'il félicite Nicolas Sarkozy pour la naissance de sa fille Julia, il espère qu'elle va ressembler à sa mère et pas à son père. Enfin, qui a quand même comme ça quelque chose d'assez récurrent dans sa manière d'envoyer des petits tacles. Alors, il y a deux... on va faire réagir d'abord l'américain, peut-être. Comment ça passe, ça, aux États-Unis? Et est-ce que ça vous paraît être un élément de son style? S'il est bien choisi, les vannes passent bien. C'est une forme d'humeur, de jouer presque avec son partenaire. Mais là, ce que je trouve, c'est intéressant de cette affaire-là, c'est qu'on a l'impression de voir une comique qui prépare le chute, qui est une longue histoire, qui crée le blague, si on veut, et le chute est très très long à venir et c'est pas très drôle. C'est quoi la chute? C'est qu'elle voulait piquer les serviettes. Ah oui, voilà, qu'elle voulait piquer les serviettes. Donc je vais empêcher qu'elle pique mes trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est long à venir. Moi, je trouvais assez c'est très long, mais c'est à l'opposé en 2008, quand on voit le mec, il arrive, il ne prononce pas un mot, mais il commence à bouger et tout le monde a compris. Ah, c'est un jeune homme, c'est peut-être le premier homme noir à la Maison Blanche. Toutes les images, tous les messages passent tout de suite. Oui, c'est effectivement. Je crois que ce qui est frappant entre les deux images, c'est la perte de spontanéité de Barack Obama, parce que là, c'est forcément prévu. Il y a des gens qui ont pris le panier, qui ont mis des trucs dedans. C'est pas lui qui l'a fait. On lui a écrit sa vanne. Effectivement, quand il danse, on dit tiens, c'est lui qui danse. Il n'y a pas à discuter. Et c'est intéressant, je trouve, cette perte de spontanéité, parce que c'est ce qu'on lui reproche souvent. Sur son mode d'humour, effectivement, ça peut jouer contre lui. Je me souviens en 2008, quand il avait fait cette vanne pas très heureuse sur le bowling, quand il jouait mal, il dit je joue aussi mal que je pourrais faire les Paralympiques. Oui, scandale absolu. Non, mais il a un côté comme ça de distance comique. Voilà. Même si l'humour est toujours un attendu essentiel pour être président des États-Unis. Ouais, voilà. Mais l'humour au détriment de qui? Un petit mot du communicant là-dessus, sur cet humour? Oui, comment dire, c'est technique tout ça, et c'est là où moi j'ai du mal à... Je crois que cet homme d'abord est moins cool qu'on le pense, n'a jamais été spontané de sa vie. Même quand il dansait en 2008. Mais non, parce que quand il danse, je vais vous expliquer. Aux États-Unis, on vous explique que toute représentation, quelle qu'elle soit, et même toute présentation dans un cadre de business, doit débuter par ce qu'on appelle une opening joke. C'est-à-dire que vous devez au départ, et c'est faire preuve d'un professionnalisme, faire une opening joke qui est censée attirer votre auditoire. Voilà. Et c'est pour ça que j'étais très très sensible au point que vous avez soulevé sur la chute, parce que la chute n'est pas dans le débat. La chute n'est pas prévue. Ce qui est prévu, c'est l'opening joke. Maintenant, d'un point de vue de stratégie de communication, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que toutes ces émissions ont à chaque fois comme cadre un public féminin très fort. Et ce sont des émissions destinées principalement aux femmes. Et donc là où il est fort, c'est qu'il sait que c'est 53% du corps électoral américain. Il sait que, et si vous regardez là en ce moment tous les artistes qui sont appelés à la rescousse, Nathalie Portman, Scarlett Johansson, Beyoncé, Alicia Keys, des femmes, et il a face à lui, il a Mitt Romney bien sûr, mais Ryan. Et Ryan, anti-avortement, anti-contraception, etc. Donc le cadre stratégique qui est celui-là, c'est les femmes. C'est les femmes. Et c'est en cela que le mouvement est brillantissime. Alors justement, c'est les femmes, et il fait aussi jouer, d'ailleurs, comme Mitt Romney, sa femme. Donc dans cette émission, on a vu l'opening joke. Après, la suite était assez sérieuse, faut bien dire. On parlait de politique étrangère, on parlait de beaucoup de choses. Puis il y a eu quand même les quelques questions personnelles, les fameuses questions personnelles qui permettent d'incarner le candidat. Je vous propose d'en regarder un extrait avec Barack Obama, qui n'avait pas l'air d'avoir très très envie de répondre, et sa femme non plus d'ailleurs. Now, First Lady, you go to bed at 10 o'clock in the evening. Your husband comes to bed at 1 in the morning, but you have a ritual where he tucks you in at night? Absolutely. What is that? What happens? What happens? I'm telling you that. I'm thinking this might work for Mom. I'm not telling you that. No, that's extra time we get with each other too, because we do a lot of tucking. So the girls are always, I'm ready to be tucked, I'm ready to be tucked. So he's got to come and tuck Sasha in, and Malia's away from tucking because she's usually the last one up doing homework. She's turning into a night owl like me. Yeah. Voilà, ils répondent, mais enfin on a l'impression quand même qu'ils restent sur la réserve, ils n'ont pas si envie de répondre que ça. Une attitude qui contraste avec celle du couple Romney, invité lui aussi dans des talk shows. Et vous allez voir, l'ambiance était radicalement différente, même si ce n'était pas tout à fait la même émission, je précise. First question, what is your guilty pleasure? Oh,
Donuts for me. Peanut butter sandwiches and chocolate milk. This is for you. Does Mitt snore? On rare No. occasions. Rare occasions. Who hogs the blankets? Oh, I think No that question would be about me. that. That's Ann. And she All takes women. a lot more blankets than I do. I mean, she has piled up on top of her. Cold. We're They're very cold. We're yeah, dainty yeah, women. yeah. All right. And what does Mitt wear to bed? Really? I didn't Really? write the question, man. I promise, I didn't write the question. Yes, he did. I think the best answer is as little as possible. What do you- That's a good answer. Voilà, elle est frileuse, mais il fait très très chaud visiblement chez les Romney. C'est frappant quand même ce contraste de style entre le style du couple Obama, hein, puis on voit ils se tiennent la main très très sagement, et puis le couple Romney qui pourtant mise d'habitude, on penserait jouer beaucoup plus sur les valeurs de la famille, etc. Et puis qui paraît comme un couple de jeunes étudiants. Alors on va vous faire, oui, un petit mot, vous dites. Parce qu'il n'y a pas de stratégie Ah, il y a chez pas de Romney. stratégie. Voilà. C'est-à-dire que chez Obama, il y a quelque chose, chez les Obama, parce que là il faut dire les Obama, il y a quelque chose de stratégique très lourd, qui est que vous avez une femme qui auparavant, avant l'élection, gagnait plus d'argent que lui, était plus successful, mais après une décision. La stratégie, c'est je me mets au service de ton ambition. Et donc, il y a du coup ensuite un couple où, on voit dans les réponses, elle est au service de leur couple, de leur famille et de leur ambition. Et ce qui est très différent de la discussion Romney et sa femme, qui est très du tac au tac, avec des réponses d'ailleurs qui peuvent être drôles, moins drôles, chacun jugera en fonction de ce qu'il aime ou pas, mais on voit une stratégie de couple dans un cas, très efficace. Et dans l'autre cas, un couple. D'accord, d'accord. Donc la question, donc vous voyez pas de stratégie chez les Romney, ni stratégie de couple, ni stratégie de com. Alors on va voir, Denis Bertrand, qu'est-ce que vous pensez de l'image qu'il renvoie, puis on va vous faire réagir. Je trouve qu'il y a un effet Qui vous paraît le plus sympa, contraste, même si on ne vote pas aux États-Unis. Je suppose qu'il y a stratégie des deux côtés, mais ce qui est clair, c'est qu'elles sont très différentes et que la stratégie Obama est très très sérieuse. Je veux dire, au fond, c'est comme s'il y avait un message à donner à travers ce fameux coucher du roi, parce que dans les deux cas, c'est la même scène, c'est le coucher du roi. Exactement. Comment on dort mais comment on dort? D'où un effet de spontanéité, je trouve, beaucoup plus grand dans la construction des rôles, dans la stratégie chez les Romney, au risque d'un vide. Au risque d'un certain vide, de quelque chose. Quoique la réponse sur les vêtements de nuit, si j'ai bien compris, elle est très subtile. Quand il dit la plus brève possible, on ne sait pas si c'est la brièveté de la réponse ou la brièveté du vêtement qui est en jeu. Oui, il y a quand même un mot d'esprit de Romney qui n'est pas donc inintéressant. bon point, vous dites, dis-moi sur cet aspect-là, plutôt bon point, plus spontané, etc. Pour les Romney. Un petit mot, alors comment le public américain reçoit tout ça, selon vous, et que pensez-vous de ces deux stratégies? Le public, je ne peux pas Vous n'êtes parler pas l'emblème du public américain, bien sûr. Pour moi, quand j'ai regardé les deux clips, pour moi, j'avais l'impression que le couple Obama était plus sincère. Il y avait deux personnes qui parlaient de leur famille, qui ne va pas révéler les secrets, parce que comme vous et moi, on ne ferait pas, dont un étranger, mais qui parlent de leur fille, le fait qu'ils font des différents trucs. Et avec les Romney, je trouvais ça un peu plus... Bon, c'était pas formaté, c'est pas parlé d'avance parce qu'ils ne connaissaient pas les questions, mais j'avais l'impression que c'était plus répété un petit peu. Enfin, il y a quand même, je crois, deux stratégies très différentes. Déjà, il y a un couple qui est présidentiel. Donc il y a une stature présidentielle à tenir. Ils ne vont pas commencer à rigoler sur les couvertures, c'est toute la etc. question entre le Obama d'hier et le Obama d'aujourd'hui. Il ne peut plus être dans le même registre. Et inversement, la stratégie des Romney, c'est d'apparaître comme un couple normal, alors que la stratégie des démocrates, c'est précisément de montrer qu'ils ne sont pas normaux, qu'ils sont richissimes, qu'ils ont un ascenseur pour mettre les voitures chez eux dans le parking. De montrer qui les Romney. Voilà, c'est ça. L'enjeu, c'est les Romney sont-ils normaux ou pas? Et donc là, c'est un couple normal où on rigole, on ronfle, etc. Donc je crois qu'il y a une vraie stratégie de normalité. Chez Obama, on est passé à autre chose. Tout le monde sait qu'ils s'aiment, donc on approfondit un peu ça. Mais il y a une stature présidentielle. Toute la campagne, jusqu'à aujourd'hui, ça a été de dire « moi, je suis président, je ne suis pas candidat. Lui, il s'agite. Et moi, je suis au-dessus de ça. » Ça ne marche pas forcément, mais en tout cas, c'est la stratégie. On a vu depuis effectivement que ça ne marchait pas forcément. D'accord. Donc c'est la stratégie. Un dernier petit mot de Denis Bertrand. Oui, je pense que cette stratégie-là, elle s'exprime en effet par une distanciation beaucoup plus grande chez Obama, ils sont dans le récit, alors que les autres sont dans le
dans le théâtre, dans la scénette presque. Et donc ça produit un effet de distance et d'une certaine froideur même beaucoup plus importante chez Obama. Chez l'Obama, voilà. Mais qui sont présidents, ils sont sur l'Olympe. Vous parliez de l'Olympe tout à l'heure. Alors merci Denis Bertrand. Alors on va revenir un petit peu sur le style et la manière dont Mitt Romney essaye de se montrer homme normal. Hein. Alors il met beaucoup en avant sa femme, beaucoup en avant sa famille, notamment lors d'un reportage où il accueillait des caméras de télévision dans sa maison de vacances du New Hampshire. The Romneys' summer home is a beautiful place set right on the shore of Lake Winnipesaukee. But the first thing we noticed was a sign next to the front door the boys gave their parents some years back. Bed and breakfast, Ann and Mitt Romney hosts. It's not quite hot enough, you see. Inside, they were making Mrs. Romney's trademark buttermilk pancakes. She prepares the batter, he cooks them. I know it's a little early, I'm just taking a look. I'm just going to do it anyway, see? Exactly. Honestly, this is the first time you've ever done this in your life. Everything in the house is a family affair. They designed the island in the kitchen with a hole in it, so the grandchildren can join in. There's sometimes as many as 6 of them in there at one time, and they can work as well and make sandwiches or do whatever they can. And I stand here and I'm kind of the orchestra leader. You're kind of a short order cook, aren't you? Well, look at this. She had to make 2 different types of batter. Now, what do your grandkids call you? Papa. Your papa. They call me Papa. Pancakes, Papa? They call me Papa. And Mrs. Romney? Is Mamie. I'm For a Mamie. while, for a blessed while, we were Ike and Mamie. As a joke. I mean, it was like a Ike, joke. I get it. You know, Ike and Mamie. Voilà, Ike and Mamie, référence pour ceux à qui ça aurait échappé à Eisenhower et sa femme Mamie. Alors par contre, plus évident pour tout le monde, c'est que c'est Mitt qui fait cuire les pancakes. Et en revanche, lorsqu'il s'agit de faire du jet ski, hein, toujours dans cette fameuse maison de vacances, eh bien c'est lui qui est assis sagement derrière sa femme, comme on le voit sur ces photos prises également donc dans leur lieu de vacances. Je l'ai dit, alors Thomas Negaroff, quand on préparait l'émission, vous me disiez que ces images, pourtant on imagine réfléchies, pensées par les Républicains, ne sont pas des images très favorables à Mitt Romney. Vous trouvez qu'elle, voilà, que ça, faire du jet ski derrière sa femme, faire cuire les pancakes, c'était pas, ça posait pas l'image, je sais pas, d'un candidat c'est là où on viril et crédible. C'est là où on est en face, je trouve, d'une contradiction. Quand on veut être un candidat parfait, il faut être à la fois normal, banal, classique, mais aussi, quand on est républicain en particulier, incarner une forme de force et de virilité. Et là, les 2 valeurs, je crois, s'opposent. C'est d'ailleurs amusant qu'il cite Ike, parce qu'on n'imagine pas Ike Eisenhower faire des pancakes ou être derrière son épouse pour quoi que ce soit, en tout cas pour une activité physique comme celle-ci. Et je trouve que c'est assez frappant. D'ailleurs, Newsweek, quelques semaines plus tard, a fait le même titre que pour George Bush en 88, The Wimp Factor, le facteur mauviette, parce qu'on considérait que le bon Mitt, il est sympathique, mais il est un peu faiblard. Or, les Républicains attendent, historiquement c'est à peu près toujours le cas, un candidat fort qui leur montre une voie claire pour l'Amérique, une Amérique puissante, etc. Je ne vais pas le refaire. Et lors de la convention, par exemple, républicaine, on lui a beaucoup reproché de ne pas prononcer le mot guerre dans son discours. C'était la première fois qu'un républicain ne le faisait pas depuis 1952. Donc ça faisait extrêmement longtemps et on le considère un peu faible sur ces questions. D'accord. Et on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, toute sa campagne, elle revient là-dessus. Et au contraire, il montre les muscles. Après notamment l'affaire de Benghazi, après l'affaire du Caire, parce qu'il peut ainsi... Comment on se virilise? Soit en disant qu'on est fort, soit en disant que son adversaire est faible. Et c'est ce qu'il est en train de faire. En féminisant Barack Obama, lui-même se virilise. Vous disiez un pas très viril, plus viril. Alors bon, ça tombe bien, il y a une femme qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Sylvie Laurent. Alors bonjour. Vous êtes aussi spécialiste des États-Unis, bien sûr, pas seulement femme. Que pensez-vous justement de ces images et de la manière dont il a mis en scène aussi sa femme, beaucoup mis en scène sa femme qui aussi a eu, faut le rappeler, un cancer du sein, plusieurs enfants, beaucoup de petits-enfants. Enfin, c'est un peu la mère courage visiblement des Républicains. Que pensez-vous de ces images ? Elles sont intéressantes parce qu'elles correspondent très exactement à la stratégie de Mitt Romney. La première stratégie, on est au milieu d'une campagne désastreuse pour lui, c'est de faire oublier qu'il est richissime. Il a une fortune personnelle qui est supérieure à celle des 7 présidents qui ont précédé. Ceci dit, il y a quelque chose d'intéressant dans la voix off. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est passé, c'est très subreptice, où on dit « ils ont dessiné la cuisine et la table ». Et à ce genre de petits détails, on voit quand même qu'on n'a pas affaire à la famille standard, parce qu'on dessine sa propre cuisine et on décide cette espèce de grande table. Donc il y a quand même quelque chose qui passe. Non, pour le fait de mettre sa femme en avant, c'est
très bassement électorale. Mitt Romney doit conquérir les femmes. C'est un de ses points faibles. On sait qu'il aura la majorité du vote blanc, mais même dans le vote blanc, les femmes ne sont pas son point fort. Donc mettre en avant une femme forte, la stature matriarcale, montrer qu'il n'est pas du tout machiste et que voilà, même tout s'il ce qu'on est derrière entend... sur le jet ski, c'est pas grave. Non, au contraire, ça donne plutôt, par rapport à l'image du grand patron un peu castrateur, c'est plutôt bien. Un petit mot là-dessus? Premièrement, Fox News, il est chez lui. Hein. Soutient oui, 100%. Deuxièmement, le mot exact qu'ils disent pour les dessins, c'est le island. Et tout d'un coup, je me dis, attendez, il habite sur une île, lui? Ah bah tiens, oui, il est richissime, bah pourquoi pas? Et il parlait de l'île, le petit comptoir. Et troisième chose que je trouvais intéressant, bon, ça a échappé sans doute 99% des gens qui regardaient, mais la référence d'Eisenhower, c'est véritablement le conflit au sein du Parti républicain aujourd'hui. Tradition, Eisenhower, social, dépenses, pour des politiques anti-impôts, mais quand même avec une dépense sociale, qui était le règle jusqu'au Nixon, qui a dépensé beaucoup socialement, malgré d'être escroc politiquement. Et puis aujourd'hui, le départ complet avec l'aile le plus puissante aujourd'hui, ou plus influent, de droite, qui va vers l'extrême droite et qui veut... Mais plus entendre parler de cette tradition-là. C'est presque coco, là. Ah, donc quand il fait ça, il se met dans la tradition finalement plus modérée. Et donc sa femme dit c'est une blague, on ne sait pas si la blague c'est... Voilà, on sait pas où est la blague. Sans doute, ils n'avaient aucune intention de passer un message politique ou subliminal là-dedans. Mais c'est intéressant que même quand il parle de sa propre famille, la référence est quelque chose qui lui remet devant le conflit. C'est qu'elle dit, Anne, elle dit, mais aujourd'hui on ne nous appelle plus comme ça. Et c'est ce parcours politique à Mitt Romney, flip-flop, qui passe d'un à l'autre, d'une référence à l'autre, c'est intéressant. Exactement. Alors, bon, on va en revenir maintenant à la stratégie de Barack Obama. On a vu celle auquel a été confronté à un moment donné Mitt Romney. Alors, Barack Obama, lui, il a fait un choix assez clair. Hein, ça s'est vu dès le début de sa campagne, lors de la convention démocrate pour son investiture. Premier point qu'il expliquait, hein, le Barack d'aujourd'hui n'est pas le Barack d'hier. Et le Barack d'aujourd'hui, visiblement, n'a pas très envie de parler de son bilan. On écoute un extrait. Now, the first time I addressed this convention in 2004, I was a younger man. A Senate candidate from Illinois who spoke about hope. Not blind optimism, not wishful thinking, but hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. That dogged faith in the future which has pushed this nation forward, even when the odds are great, even when the road is long. 8 years later, that hope has been tested by the cost of war, by one of the worst economic crises in history. Now, I won't pretend the path I'm offering is quick or easy. I never have. You didn't elect me to tell you what you wanted to hear. You elected me to tell you the truth. And the truth is, it will take more than a few years for us to solve challenges that have built up over decades. It'll require common effort and shared responsibility and the kind of bold, persistent experimentation that Franklin Roosevelt pursued during the only crisis worse than this one. And by the way, those of us who carry on his party's legacy should remember that not every problem can be remedied with another government program or dictate from Washington. But know this, America, our problems can be solved. Our challenges can be met. The path we offer may be harder, but it leads to a better place, and I'm asking you to choose that future. Oui, on disait pendant l'extrait, c'est vrai qu'il a une carrière assez fulgurante, hein, puisque la première fois qu'il parle, c'est qu'il démarre dans la vie politique il y a 8 ans. Bon, ça c'est pour son parcours, qui rappelle brièvement. Ce qui avait beaucoup frappé, c'est qu'il parle effectivement très peu de son bilan, il parle beaucoup du futur. Et alors vraiment, ça va être dur, ça va être difficile, un langage de vérité. Hein, je ne dis pas que ce sera facile. Enfin, on voit bien l'axe de communication qu'il a choisi. Ça vous semble finalement, avec un peu de recul, là c'était au mois d'août, un bon axe ou finalement
vraiment grosse erreur de sa part. N'oublions jamais que ça a été un axe remarquable jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'au débat. Ouais. Et si on parlera du débat à un moment, on verra que le débat n'est absolument pas fatal. D'abord, il ne l'a pas été dans les sondages, et surtout la façon dont il a perdu offre un rebond. Mais si on reste un peu sur cette période, le mot fondamental dans ce qu'on a entendu, c'est tchouf. Et il va tout bâtir autour de Tchouf. Vous avez la Trouf Team, vous avez les comptes Twitter qui sont sur Trouf, où son débat va être du jujitsu, c'est-à-dire va être de jouer sur les déséquilibres de l'adversaire. Il pense qu'il a un parti en face de lui qui est faible, qu'il y a une coalition entre un type qui est grosso modo un François Bayrou français attelé à un Madelin français, donc que cette histoire, ça ne peut pas marcher, et que ces gens-là mentent. Et donc, ce qu'il va faire, c'est essayer de constamment mettre en abîme ce qu'il juge être les mensonges d'en face, l'impréparation d'en face, les gaffes d'en face, et donc il va y aller tout doucement, tout doucement. Oui, mais là, ce qui est frappant, c'est les mots. Enfin, c'est vrai qu'on, d'ailleurs, ça fait un peu penser, je ne sais pas, c'est vous qui avez suivi aussi la campagne française, à Nicolas Sarkozy, enfin, au choix, c'est le sortant, il parle pas de son bilan, et puis il joue la posture du courage en disant, voilà, ça va être dur, ça va pas être facile. D'abord, deux commentaires. D'abord, il l'avait déjà dit en 2008, le 2 novembre à Grant Park à Chicago, il dit il faudra plusieurs années, peut-être même plus d'un mandat pour y arriver. Donc il a pris personne en traître. Mais effectivement, dans le regard des autres, il y avait la dimension Superman qui est très dangereuse. Herbert Hoover a été balayé par ça, par exemple. La dimension Superman, c'est quoi? Après le complexe de la mauviette, on découvre la dimension Superman, c'est quoi? C'est le côté, ça va être dur et je vous propose un chemin. Au contraire, on avait considéré il y a 4 ans à tort qu'il pouvait tout faire. Et même lui avait senti que c'était risqué pour lui d'être considéré par les autres comme un Superman. Et donc il avait mis beaucoup de garde-fous. Et il continue à les mettre aujourd'hui. Mais le problème, c'est un symbole plus qu'un homme politique. Voilà. D'accord. Un petit mot sur cette stratégie-là de campagne? Oui, il y a deux choses. Je suis tout à fait d'accord sur l'insistance du mot vérité, truth. On sait que parmi les facteurs essentiels du choix d'un candidat, il y a l'idée de la confiance. Dans lequel est-ce que vous avez confiance? Or, le passif de Barack Obama est assez lourd puisque son bilan sur l'économie est très décevant. Donc la seule chose qu'il a encore, c'est qu'il est plus sympathique. On peut davantage lui faire confiance, ne serait-ce que parce qu'il dit la vérité. Et par ailleurs, ce qu'il veut faire, c'est rompre justement avec cette parole messianique qu'il avait lors de sa première élection, où il parlait de changement, il parlait quelque chose qui allait profondément remettre l'Amérique sans dessus-dessous. Et il sait très bien que s'il veut garder ce capital de confiance que les Américains lui portent, il ne peut pas redire la même chose. Donc sa stratégie, c'est de dire que il est devenu raisonnable face aux aspérités des réalités économiques. Et qu'il l'a toujours été, puisqu'il dit « j'ai toujours dit la vérité ». Voilà, et que lui, on peut lui faire confiance face à un Mitt Romney qui est prisonnier d'une posture droitière qui n'est pas la sienne et qui, en effet, passe son temps à changer d'avis et à changer de position, alors qu'on sait qu'il est tout à fait middle of the road et que c'est un républicain du Massachusetts qui joue la comédie. Donc lui pose la vérité par opposition à l'autre qui n'est pas digne de la confiance du peuple. Vous avez dit il est plus sympathique tout à l'heure que Mitt Romney. En même temps, on le voit là et on le voit depuis le début de l'émission. Finalement, dans cette campagne, il n'a pas une image particulièrement sympathique. Il n'a pas du tout joué sur cette corde-là. Non, je crois que quand Nicolas Sarkozy a lui traité de poisson froide, il avait raison. Enfin, c'est pas de quoi il a traité? Du poisson froid. Ah, de poisson froid, pardon. Et c'était, je crois que c'était censé, quand il a dit, d'être un peu une insulte. Mais en fait, c'est un constat véridique. Barack Obama n'est pas particulièrement chaleureux, il n'est pas particulièrement animé. Il est plutôt un homme privé, quand on a vu quand il a parlé de sa famille pendant le talk show. Et je crois justement, là, il est en train, comme vous venez de dire, de corriger le tir de 2008, de dire yes we can, oui on peut, mais bon, ça va être plus difficile que prévu parce qu'il y a beaucoup d'opposition et puis peut-être on ne peut pas, mais on va essayer quand même. Donc ça, c'est la vérité. Par contre, juste pour faire une petite bémol sur ce passage-là, si Romney était un peu piégé par la référence de Eisenhower. Oui, c'est Roosevelt. Obama, c'est Roosevelt aussi, parce qu'il n'a rien à voir avec Roosevelt. Beaucoup de monde a lu, dans cet élan d'espoir, a lu Obama pour faire une New Deal pour notre siècle. Et il y avait rien de ça qui suivait. Et à mon avis, l'enjeu de cette élection, c'est non seulement les centristes qui vont choisir entre ces deux candidats, mais surtout les gens plutôt à gauche qui ont vu depuis 4 ans que leur rêve n'était pas réalisé,
qui disent ah oui, vous avez raison, vous n'êtes pas un Roosevelt bis. Alors, l'axe de communication d'Obama et de ses équipes, ça a beaucoup été aussi, on l'a déjà dit, attaquer Mitt Romney sur la question de l'argent. Mitt Romney est riche. Alors, ça a été décliné dans les campagnes, les spots, les discours des candidats. On commence par un petit extrait. Je ne sais pas si vous vous souvenez des McCain Girls et des Obama Girls de 2008. Et bien, cette année, il y a la Romney Girl, une fille qui a l'air d'aimer beaucoup l'argent, une fille un brin matérialiste. He's a boss millionaire with accounts everywhere. Won't disclose all the dough that he's banking. You can't see and agrees. We hate transparency. If you knew, we'd be screwed spanky spanky. He is rich, you are poor. If he wins, you're uninsured. I'm a Romney girl in a Romney world. Life is taxless, it's fantastic. Silver tip your hair, tax shelters everywhere. Outsourced nation, Bain is his creation. I'm Mitt Romney, let's go party. Yeah. I'm Mitt Romney, let's go party. I'm Mitt Romney, let's go party. Yeah. I'm Mitt Romney, let's go party. Voilà, ça c'était pour la version parodie. Qu'on passe maintenant à la version plus anxiogène du spot de publicité, puisque je vous rappelle qu'aux États-Unis, les candidats ont le droit de faire de la publicité contre leur adversaire, de la publicité négative. On regarde. I'm Barack Obama, and I approve this message. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains, majesty above the fruited plain. America, America, God shed his grace on thee, and crown thy good with pride. Voilà, et Barack Obama lui-même, dans des discours, a repris cette thématique, y compris lors de petites blagues. Regardez. First thing is, I want to see us export more jobs, export more products. Excuse me. I was channeling my opponent there for a second. I want to see us export more products and outsource fewer jobs. Voilà, on voit la déclinaison de cette thématique qui visiblement a été matraquée. Enfin, c'est l'axe des démocrates. Que pensez-vous de la déclinaison de ces thématiques? Parce qu'on voit bien que c'est le même message décliné dans tous les modes. Ce qui est intéressant, c'est que véritablement l'hyper-richesse de Romney est quelque part pas une boulée, mais un handicap quelque part dans l'image, mais dans une Amérique qui reste complètement... Ça choque les Européennes, et à juste titre, les Américaines qui adorent les gens qui sont réussis, qui sont riches, des fois même des riches qui ne le méritent pas. C'est pour ça qu'on est étonné en voyant ça de France, parce qu'on se dit, tiens, c'est des spots qu'on verrait bien en France, on est étonné de voir que c'est ça la critique. Mais il y a autre chose quand même, c'est que Obama, pendant toute la campagne en 2008, et ensuite pendant 4 ans, a dû faire preuve d'américanité en permanence. Je montre mon certificat de naissance, je dis que ma réforme de santé, elle n'est pas que pour les Noirs, elle est pour tous les Américains. Il a dû répondre aux commentateurs conservateurs de Fox News qui n'arrêtaient pas de lui dénier le droit d'être président. Et la stratégie a été assez fine, c'est de dire, lui, Mitt Romney, qui a une bonne tête d'Américain, eh ben en fait, il n'est pas vrai, c'est pas un vrai Américain, parce que bien sûr, il est riche, mais il délocalise. Mais il ne paye pas assez d'impôts, mais il fait de l'évasion fiscale. Bref, il joue contre son propre pays. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, en plus, quand il chante America, il chante faux. Ah bon? Bah oui. Quand on entend derrière America, il chante faux. Et je trouve que ça dit des choses sur le fait que... Dans le clip officiel, d'accord. C'est-à-dire, l'idée, c'est de retourner la critique qu'on avait faite à Obama en 2008. Voilà, en fait, c'est lui qui n'est pas le vrai Américain. Je termine dessus, et c'est pas très important, mais quand même, il ne faut pas oublier que la famille Obama est millionnaire aussi. D'accord. Grâce au livre. Oui, mais ils ne sont pas dégommés quand même. D'accord, bon, mais ça, c'est pas dans les clips de Romney. Mais alors, c'est vrai que c'est intéressant, cette campagne sur la thématique de l'argent, parce qu'effectivement, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une thématique de campagne en France, mais aux États-Unis, c'est étonnant, non? Pourquoi Si, c'est une thématique de campagne, mais pas
par rapport à la fortune personnelle. Ce qui est très intéressant quand on revient sur cette publicité, c'est qu'elle est ravageuse. Ce spot négatif où Mitt Romney chante America the Beautiful, qui est un grand hymne patriotique aux États-Unis, qui mais en faux, effet en mais qu'il la congrès... chante faux. Oui, mais il la chante faux. Il est vrai qu'en direct, il la chantait faux, mais comme on chanterait tous faux la Marseillaise si on la chantait. Non, le problème de l'argent, il ne se pose pas sur la fortune personnelle. Il se pose sur le fait que depuis l'arrêt Citizens United, l'argent est une part essentielle du financement des campagnes. Et ce que vous voyez là, c'est un petit bijou publicitaire qui est l'exemple même de ce que l'équipe de Barack Obama a fait depuis le début, dépenser des centaines de millions de dollars très vite, beaucoup, tout de suite, en publicité négative, parce qu'ils ont un budget politique pour cette campagne qui parle de l'argent d'Obama aussi. Non, ça parle de l'argent qui désormais est sans limite depuis cet arrêt de la Cour suprême. Donc il y a quelque chose de complètement fou, un peu schizophrénique dans tout ça, qui est la façon dont l'argent des groupes d'intérêt sert à dénoncer, là en l'occurrence, les usines qui délocalisent et quelqu'un qui ne paye pas ses impôts. Donc on est vraiment complètement dans une espèce de schizophrénie qui montre le fait que la démocratie américaine dysfonctionne. Ben ça, c'est le dysfonctionnement américain. Et sur la thématique, parce qu'effectivement, on a vu l'argent de Romney, l'argent de la campagne d'Obama, et puis la place de l'argent dans ce spot. Philippe Henchener. Stratégique, fondamentale. Mitt Romney a une stratégie. C'est en début, je tape à droite lourd. Et je prends Ryan. Oui, pour me faire élire par les républicains, je me mets très à droite. Et je veux le socle. Et une fois que le socle est fait, je vais pouvoir, dans les débats d'homme à homme, pouvoir doucement aller chercher le nerf de la guerre, qui sont les électeurs centristes. D'accord, et donc ce spot, il le ramène sur sa droite. Il faut à tout prix le ramener à droite de tous les côtés. Vous avez parlé du début de la campagne de Mitt Romney très à droite. Mitt Romney se recentre. On en arrive maintenant à ce fameux premier débat où, paraît-il, Barack Obama a fait la pire performance qu'on pouvait imaginer. Je vous propose d'en revoir un petit extrait, toujours sur cette thématique, et on va voir comment se défend Mitt Romney. Ça commence par les attaques de Barack Obama. Studies looking at this said the only way to meet Governor Romney's pledge of not reducing the deficit or not adding to the deficit is by burdening middle-class families. The average middle-class family with children would pay about $2,000 more. Now that's not my analysis, that's the analysis of economists who have looked at this. And that kind of top-down economics where folks at the top are doing well, so the average person making $3 million is getting a $250,000 tax break, while middle-class families are burdened further, that's not what I believe is a recipe for economic growth. All right, what is the difference? Well, let's just stay on taxes for a moment. Right. Yeah, let's just stay on taxes for a moment. Here. Well, but what is the difference? Virtually everything he just said about my tax plan is inaccurate. All right, so if the tax plan he described were a tax plan I was asked to support, I'd say absolutely not. I'm not looking for a $5 trillion tax cut. What I've said is I won't put in place a tax cut that adds to the deficit. That's part one. So there's no economist can say Mitt Romney's tax plan adds $5 trillion if I say I will not add to the deficit with my tax plan. Number two, I will not reduce the share paid by high-income individuals. I know that you and your running mate keep saying that, and I know it's a popular thing to say with a lot of people, but it's just not the case. Look, I got 5 boys. I'm used to people saying something that's not always true, but just keep on repeating it and ultimately hoping I'll believe it. But that is not the case, all right? I will not reduce the taxes paid by high-income Americans. Voilà, alors on voit là quand même que Barack Obama attaque sur cette question des allègements fiscaux. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Mitt Romney se défend. Alors, je voulais savoir comment faire agir à sa défense. Il nie, il dément catégoriquement, il se recentre effectivement, et puis alors il traite Barack Obama de menteur, comme ses fils. C'est intéressant d'ailleurs. Il le traite presque comme un petit garçon finalement. Ouais, moi je trouve que c'est assez frappant. Bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi une sorte d'excitation à enfin pouvoir dire la vérité. Il coupe la vérité, sa vérité. Sa vérité, évidemment, pouvoir. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que si on poursuivait l'extrait, après, on revient sur Obama, qui répète exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il ne prend absolument pas en compte ce qui est dit avant. Il est dans une espèce de tunnel qui est de répéter inlassablement la même chose en pensant que ça va marcher. Il est presque dans une espèce de pensée magique. Et en face, il y a quelqu'un qui débat, qui lui dit « Mais non, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire ». Et il lui répète la même chose inlassablement. Les tax cuts vont faire peser le fardeau sur les classes moyennes, il répète etc. les spots qu'on a vus tout à l'heure. Il se singe quasiment. C'est assez frappant. Mais alors, sur la manière aussi, parce que là, vous dites effectivement, Obama répète un peu la même chose de manière très, très mécanique, sans être en dialogue finalement avec son interlocuteur, ce qu'on lui a beaucoup reproché dans ce débat. En même temps, quand on voit Obama ici, on a l'impression que c'est...
Enfin, c'est le Obama habituel, non? Il est comme ça, comme il est, c'est-à-dire il a un côté un peu doctoral, un peu froid. Le problème, c'est qu'il a eu en face de lui qui n'était pas celui qu'on attendait. Et qu'il aurait dû, sans doute, préparer le fait que le discours de son interlocuteur, sur la forme comme sur le fond, changerait radicalement. On sait que les débats ne sont pas forcément son fort. Il aurait sans doute dû réagir aux énormités sorties par Mitt Romney qui dit des contre-vérités, là, puisqu'on revient sur le discours de vérité, il change complètement, il revient à une position centriste qui n'est jamais celle qu'il a défendue. Donc peut-être Obama aurait dû-il réagir, je ne sais pas. En même temps, Parce qu'il a fait le lendemain en disant le Mitt Romney que j'ai vu arriver dans le débat, c'était pas celui que j'avais vu avant. C'était un nouveau Mitt Romney. Il a essayé de rattraper ce qu'on lui a reproché, qui est de ne pas avoir réagi sur le moment. En même temps, il a permis à Mitt Romney de dévoiler l'ensemble des contresens et des contre-vérités économiques qui lui a permis ensuite d'être contredit par les économistes. Et puis, je crois que l'idée, c'était surtout d'apparaître comme celui qui était dans l'assurance de sa victoire à venir. Et ça a joué sans doute un petit peu contre lui, parce qu'il apparaît un peu arrogant, Vous pensez qu'il a voulu jouer ça? Celui qui est agité, l'agité du bocal, c'est l'autre. C'est pas lui. Alors pour finir, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement, donc Obama finalement tel qu'en lui-même, mais peu préparé à ce débat, on a beaucoup parlé des évolutions de Mitt Romney. Pour finir l'émission, je voulais vous faire réagir et justement un moment, une scène qui s'est passée quelques jours avant ce débat, qui montre bien effectivement l'évolution du discours de Mitt Romney, puis qui pose aussi la question de sa stratégie de riposte. C'est un moment qui a été beaucoup commenté lorsqu'il parle des fameux 47% d'Américains qui ne voteront jamais pour lui et qui voteront toujours par Barack Obama. C'était des propos tenus dans une réunion publique, des propos filmés à son insu et diffusés sur Internet. On revoit rapidement l'extrait. All right, there are 47% who are with him, who are dependent upon government, who believe that they are victims, who believe that government has a responsibility to care for them, who believe that they're entitled to health care, to food, to housing, to you name it. That it's an entitlement, and the government should give it to them. And they will vote for this president no matter what. Voilà, et on passe maintenant à la défense de Mitt Romney. Le jour où cette vidéo sort sur Internet, on va voir que ce n'est pas tout à fait le même Mitt Romney que celui du débat. You're not stepping away from anything you said in this video, are you? You're not backing away from anything. And do you worry you've offended this 47% who you mentioned? Well, it's not elegantly stated, let me put it that way. I'm speaking off the cuff in response to a question, and I'm sure I could state it more clearly and in a more effective way than I did in a setting like that. And so I'm sure I'll point that out as time goes on, but we don't even have the question given the snippet there, nor the full response, and I hope the person who has the video would put out the full material. But it's a message which I'm going to carry and continue to carry, which is, look, the president's approach is attractive to people who aren't not paying taxes because, frankly, my discussion about lowering taxes isn't as attractive to them, and therefore I'm likely to draw them into my campaign as effectively as those who are in the middle. Voilà, alors bon, c'est pas tout à fait effectivement le même discours sur le fond que lors du débat, on le voit, même si c'est pas tout à fait la même question non plus. Puis c'est un savant exercice de contorsion. D'ailleurs, vous trouvez qu'il se défend bien là? Ah, lui, remarquable. Là? Ah, sur cette histoire remarquable. Ah ouais? Vous avez vu d'où il revient quand même. Oui, peut-être de loin, oui. Oui, il revient de loin et il dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit qu'il n'était pas élégant, il reconnaît qu'il n'était pas élégant. Voilà, et puis surtout, il réussit à recoller ça dans un tunnel qui est son tunnel stratégique. Vous trouvez aussi qu'il s'en était bien sorti? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout le même homme que lors du débat, là. Tout le contexte fait que sur ce truc-là, il est comme on dit, il est crotte dans les headlights comme un animal qui traverse le rue et qui voit le voilà, il est face au phare, il est acculé. Donc il a survécu l'impact, mais bon, il s'est liquéfié en... Et surtout, ça joue sur des représentations qui sont déjà fixées. Oui. Alors, on arrive à la fin de l'émission, donc d'accord. Donc vous dites effectivement, il se contredit, confère ce qu'on vient de voir avant, mais qui s'est passé après, effectivement, dans le débat. C'est quelque chose qui va... La question, c'est quelle image va imprimer, quelle image va rester aux Américains au moment du vote. On voit qu'il a beaucoup évolué, beaucoup changé. C'est plutôt passé. Ça a été le point bas, à mon avis, de sa campagne, ce moment-là. C'était terrible. Ils l'ont surmonté grâce au débat, qui arrive au bon moment pour lui. Je crois que, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais il a commencé sa campagne, en gros, l'Amérique est en crise, je suis un patron qui a fait fortune, et donc je vais réussir, avec mon expérience, à ramener l'Amérique sur les rails. Tout et après, mon argent aux îles Caïmans. Oui, sauf que les démocrates, après, ont eu ce discours. Et du coup, dans le débat, je vous avez peut-être remarqué ça, c'est plus le patron sans cœur, mais c'est le patron empathique qui dit « je vois les Américains, je comprends, je les aide ». Donc son discours a évolué.
parce que ce patron a été critiqué par les démocrates. D'accord, donc il s'est adapté aux différentes critiques. Oui. Un petit mot de la fin, Sylvie Laurent? Oui, je dirais que tout ça finalement a été réduit en cendres à partir du moment où les chiffres du chômage sont sortis après le premier débat, puisque les chiffres du chômage sont bons. Donc face à un potentiel entrepreneur qui aurait tous les talents pour devenir milliardaire ou super milliardaire, il y a un président qui a réussi à remettre à peu près le pays sur le rail. Et fondamentalement, ça reste la question la plus importante pour les Américains. Donc vous pensez que la vérité des chiffres du chômage, là, finalement, peut annuler tous les efforts, toute la dynamique, du moins, du côté républicain. Le vendredi avant l'élection, il y aura un dernier chiffre du chômage qui jouera un rôle important. Sans doute trop tard pour influencer le vote encore. Donc, bon, on attendra le dernier chiffre du chômage avant l'élection, on le guettera. En tout cas, merci beaucoup pour ce décryptage. Je conseille donc pour prolonger le livre de Sylvie Laurent, voilà, Poor White Trash aux éditions Paris-Sorbonne. Et puis Thomas Negaroff, donc L'Amérique dans la peau. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Arthur Dio qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laure Alice Hervé qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tout